Et voici la vidéo règle de Meeple War, un jeu de conquête pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Max Valenbois, édité chez Blue Cocker. Au niveau du matériel, tout d'abord 4 tuiles de départ de chaque joueur. Ça va représenter l'enceinte de sa cité de départ avec la couleur qu'il aura choisie. Donc vous avez 4 couleurs en jeu puisqu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et en plus de ça, sur la petite barrière et pour le clin d'œil, il y a aussi votre cri de ralliement. Donc Blue for Glory pour les bleus, pour le noir Join the Dark Side, pour le vert Green Power, et pour le orange, Orange is the New Black. Ensuite, nous avons plein de tuiles de terrain qui se distinguent par leur dos, sur lequel il y a comme ceci 3 arbres de dessinée. Attention, vous allez séparer en 2 piles, car il y a aussi une pile qui a une espèce de cairn comme ceci de pierres amoncelées. Et donc ce paquet-là, avec les pierres, va être le paquet qui va nous servir à fabriquer le plateau de base du jeu. Donc pour l'instant, on va mettre celle-ci de côté. Et avec ces tuiles de départ, nous allons fabriquer le plateau qui sera différent en fonction du nombre de joueurs. Effectivement, si vous jouez seulement à 2, vous allez placer votre terrain de départ devant vous. Au centre du jeu, vous allez chercher le fortin, que vous placerez comme ceci entre les 2 joueurs, et ensuite, de chaque côté de ce fortin, vous laisserez de la place pour placer une tuile neutre, comme ceci, avec des chemins. Donc hop, on en met une de chaque côté, et voilà donc la disposition de départ pour 2 joueurs. Si vous jouez à 3, vous ferez à peu près la même chose, mais évidemment en vous décalant de façon à constituer, hop, comme ceci, avec encore une tuile neutre entre les 2, un plateau qui ressemblera à ceci. Enfin, si vous jouez à 4 joueurs, vous n'utiliserez pas ce fortin qui présente 2 drapeaux, mais vous utiliserez des petits fortins qui ne présentent qu'un seul drapeau. Vous commencerez par placer ces 2 fortins l'un à côté de l'autre, comme ceci. Ensuite, nous prendrons les tuiles neutres que l'on placera de part et d'autre des fortins, et aussi encore de part et d'autre, comme ceci. Effectivement, il y en a plusieurs dans le jeu, donc hop, de là, hop, de l'autre côté. Et enfin, de chaque côté, vous allez placer ces tuiles spéciales qui sont des tuiles de mine. Nous le verrons un peu plus tard comment ça fonctionne, et on en place une de chaque côté. Ensuite, chaque joueur n'aura plus qu'à se placer comme ceci aux 4 extrémités, et nous serons prêts à débuter la partie. Attention, quel que soit le nombre de joueurs, tous les terrains qui n'auront pas servi à la construction seront remélangés avec les autres terrains normaux qui ne présentent pas le cairn sur leur dos. Donc hop, on mélange ensuite toutes ces tuiles restantes de terrain qu'on va disposer à côté du jeu. Ensuite, nous avons évidemment les pièces qui donnent leur nom au jeu. Ce sont les petits meeples. Chaque joueur va recevoir 13 meeples à sa couleur, qui en plus sont de formes différentes, comme vous pouvez le constater. Donc on prend ces 13 petits personnages qu'on place devant soi, comme ceci. Ensuite, on va recevoir 4 cubes blancs qui seront considérés comme étant des ouvriers. Nous avons ensuite un entrepôt comme ceci pour stocker les meeples que l'on pourra envoyer sur le champ de bataille. Nous avons une montagne de la renommée qui nous permettra de noter les points de victoire que l'on gagnera au fur et à mesure du jeu. Nous avons 2 petites tuiles spéciales, une où il y a un arbre de représenté dessus, c'est l'arbre qui cache la forêt, et nous avons aussi une enceinte, enfin une porte qui permettra de déterminer où se trouve l'entrée de notre cité. Enfin, nous avons un ensemble de tuiles de bâtiments qui présentent toutes le même dos comme ceci, et chaque joueur va recevoir ses propres tuiles qu'il pourra placer devant lui. Alors pour les reconnaître, il y a des petits traits correspondant à la couleur de chaque joueur sur les bâtiments qui sont dessinés comme ceci au dos, et aussi les encadrements de cases sur les autres côtés des bâtiments sont aussi à la couleur correspondant aux joueurs. De toute façon, chaque joueur doit recevoir un bâtiment de chaque, et on a tous les mêmes bâtiments à disposition en début de partie.
Chacun prendra d'ailleurs cette tuile-là, qui est la tuile de place du village, avec une petite fontaine au centre, et il va la disposer sur sa tuile de départ, de façon à ce qu'elle soit collée à la tuile qui constitue le paysage devant nous. Ensuite, nous prendrons la petite tuile spéciale de porte de la cité, qu'on placera juste devant, comme ceci. Sur la case qui est présentée ici en orange, puisque c'est le joueur orange, eh bien on placera un petit cube ouvrier. Chacun place aussi deux petits meeples à l'intérieur de son entrepôt, et un autre tout seul sur la case 0 de ce petit plateau individuel qui sera disposé à côté de l'aire de jeu et qui servira à compter les points de bravoure. Nous avons ensuite 5 jetons spéciaux qui seront laissés aussi à côté de cette échelle. Il ne nous reste alors plus qu'à désigner un premier joueur de la manière que vous voulez, et on va lui donner le gros marteau de guerre qu'il va pouvoir placer devant lui. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes dans une petite île qui a été déjà visitée par Gulliver il y a longtemps, et c'est le royaume des Lilliputiens, Lilliput, et nous sommes à la tête d'un clan qui va essayer d'affronter les autres clans pour tenter de marquer des points de victoire que l'on notera grâce à des meeples sur sa petite montagne de la renommée. Effectivement, les meeples, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des petits personnages comme ceux-ci qu'on trouve principalement au départ dans le jeu Carcassonne. Ce sont des petits personnages en bois, c'est une contraction américaine des mots My People, donc meeple, My People. Et donc, les Lilliputiens ont décidé d'utiliser ces meeples pour se battre les uns les autres. Et donc, ça va être des automates dans ce jeu que les joueurs vont pouvoir construire pour aller attaquer les cités adverses. Alors, pour une première partie d'initiation, vous pouvez décider de jouer avec les règles d'initiation. Les règles sont en fait exactement les mêmes que dans le mode normal, sauf que vous débuterez la partie déjà avec 2 bâtiments construits qui sont indiqués en page 6 des règles, et en fonction du nombre de joueurs, chaque joueur va recevoir des bâtiments différents, ce qui va donner des orientations différentes à chaque joueur. Mais bon, là je vais vous faire l'explication normale, car les règles par contre sont exactement les mêmes, sauf qu'en partie d'initiation, les parties seront plus courtes car vous aurez déjà l'avance des bâtiments qui vous sont offerts. Et on commence pour le déroulement par le premier joueur, celui qui a reçu le marteau. Lors du tour d'un joueur, celui-ci a tout simplement 5 phases à effectuer les unes après les autres. Ensuite, il passera le marteau au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Et chacun jouera comme ceci jusqu'à la fin du jeu, qui arrivera lorsqu'un joueur sera parvenu à obtenir 6 points de victoire. On commence donc par la première phase, qui est la phase de gain des bonus de terrain. Effectivement, certains terrains vont avoir des bonus qui nous seront accordés en début de tour si nous avons placé des meeples dessus. Évidemment, en début de partie, nous n'avons pas de meeple en jeu, donc on passe cette phase et on passe directement à la phase 2. La phase 2 est une phase d'avancée de tous les ouvriers, c'est-à-dire de tous les cubes blancs qui se trouvent dans les différents bâtiments de notre village. Nous avons vu qu'en début de partie, si on joue en mode initiation, nous aurons déjà 3 bâtiments, et donc chacun de ces bâtiments verra progresser ses ouvriers à l'intérieur, mais si on joue en mode classique, pour le moment, nous n'avons que la place du village, et donc nous n'avons que cet ouvrier-là à faire avancer. On va donc tout simplement prendre le cube d'ouvrier et l'avancer sur la case de son choix s'il y a plusieurs flèches qui partent de la case de départ. Et c'est le cas pour chacun puisque nous avons la même place du village. Alors, en fonction de l'endroit où on va la mener, eh bien, le bâtiment va nous offrir une action différente. Pour cette place du village, si on l'emmène sur la première case qui est en haut, et qui correspond à une maison, eh bien, ça va être la construction de nouveaux bâtiments. On va donc pouvoir entamer la construction d'un bâtiment supplémentaire dans notre village. Si on décide de la mener sur cette case-là, qui présente un marteau et une pince, ça nous permettra de construire de nouveaux meeples, et donc de faire arriver des meeples dans notre entrepôt qu'on a devant soi, et dans lequel, je vous le rappelle en début de partie, nous avons déjà 2 meeples.
Troisième possibilité, si je l'amène sur la dernière case, ce symbole d'épée correspond à des meeples qui arriveront en jeu juste devant mon village et devant la porte de mon village. Alors, notre premier joueur réfléchit lors de cette phase et il décide de ce qu'il veut faire. Eh bien, il a envie de faire arriver de nouveaux meeples en jeu directement, donc il choisit cette option-là et il place son cube à cet endroit-là. S'il avait eu d'autres bâtiments, il aurait avancé tous ses ouvriers à ce moment-là, avant qu'on passe à la phase 3, qui est la phase d'action des bâtiments. Si on a plusieurs bâtiments, on pourra les déclencher dans l'ordre de son choix. Là, pour l'instant, il n'en a qu'un. Il réalise donc immédiatement l'action correspondant à l'endroit où se trouve son ouvrier. Donc là, 3 épées, ça veut dire faire arriver 3 meeples devant sa ville. Mais attention, les meeples que l'on fait arriver ne peuvent provenir que de notre entrepôt. Il est interdit de prendre ceux de sa réserve personnelle. Voilà pourquoi il faudra d'abord faire arriver des meeples dans son entrepôt en les construisant avant de pouvoir les faire arriver en jeu. Donc là, en choisissant cette option, eh bien, il a le droit d'en prendre 3, mais il n'en a que 2 pour le moment, et il les place sur la case devant sa ville. Tous les bâtiments ayant éventuellement été activés, eh bien on passe à la phase suivante, la phase 4, qui est la phase de déplacement des meeples sur le terrain. Alors bien sûr, il faut que vous ayez des meeples sur le terrain pour pouvoir réaliser cette action. Alors, lors du déplacement, c'est très simple, on va pouvoir prendre tous les meeples que l'on a en jeu et tous les avancer d'une case dans la direction de notre choix. Donc là, par exemple, à partir de cette case-là, eh bien, je pourrais décider d'aller visiter 2 endroits comme ça, ou bien de les faire se balader ensemble et les amener les 2 au même endroit. Ou bien de les faire se regrouper si ils étaient déjà séparés. Ou bien aussi explorer en envoyant des meeples sur des emplacements libres sur lesquels ensuite on placera des terrains. Mais d'abord, il faut réaliser tous ces déplacements avant qu'il y ait un placement de terrain. Donc là, par exemple, notre joueur pourrait se dire « Bon, ben moi, j'ai bien envie de commencer à explorer de chaque côté de ma ville. J'envoie donc un meeple ici et un meeple là. » On passe alors à la phase suivante, une fois qu'on a bougé tous ces meeples ou qu'on les a laissés sur place, on n'est pas obligé de les bouger. Ensuite, on commence la phase de résolution, donc la 5e phase, par la phase d'exploration. Effectivement, tous les personnages qui sont arrivés sur un endroit libre vont pouvoir tirer une nouvelle tuile du paquet de tuiles. Et je suis obligé d'annoncer par lequel je commence si j'ai plusieurs explorations en cours. Donc là, je pourrais dire, bien, je vais commencer par celui-ci. À ce moment-là, je tire la tuile, je la retourne, et je vais la placer en jeu, de façon à ce que mon meeple arrivant de sa case puisse atteindre. Car effectivement, sur certaines tuiles, il y aura des forêts, et on n'a pas le droit de mettre une forêt par l'endroit d'où on est arrivé. Donc là, je suis obligé de mettre un emplacement libre. Donc par exemple, pof, je pourrais la placer comme ceci. De toute façon, avec celle-ci, je n'ai pas le choix. Ensuite, je fais ma deuxième exploration avec mon autre meeple, je tire à nouveau une tuile, je la regarde, je l'oriente de façon à ce qu'il puisse l'atteindre à partir de la case d'où il est arrivé. Donc là, par exemple, j'ai le choix entre la mettre comme ceci, ou bien la mettre comme ça, ou bien la mettre comme ça. Donc je vois qu'est-ce qui m'arrange. Imaginons que j'ai envie un peu de protéger ma ville, on peut effectivement essayer d'utiliser les forêts pour se protéger un petit peu des attaques des autres joueurs. Donc hop, je peux la placer par exemple comme ceci. Ceci étant fait, nous passons à la phase des combats. S'il y a des meeples de couleurs différentes, parce que suite au déplacement, je suis arrivé sur des adversaires, eh bien il y aura combat obligatoire. Mais là, évidemment, au début de partie, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de combat. Et enfin, il y a les destructions de bâtiments, si jamais déjà on s'est fait attaquer par des autres joueurs, ou qu'on a attaqué soi-même, évidemment, un bâtiment adverse. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, on passe donc au tour du joueur suivant. On passe donc le marteau au joueur suivant pour se rappeler à qui c'est le tour de jouer. Alors en début de partie, ça a guère d'importance, mais après, peut-être qu'avec les combats, ça sera nécessaire. Enfin bon, c'est quand même un accessoire qui est là plutôt pour faire joli. Donc, ce joueur-là, phase d'abord des bonus des terrains. Évidemment, il n'a pas de meeple en jeu, il ne se passe rien. Ensuite, phase d'avancée des ouvriers. Là, il décide, par exemple, de choisir la construction.
Il déplace ses ouvriers, ensuite on passe à la phase d'action des ouvriers, donc là, bam, il peut faire une construction. Il va donc sélectionner parmi les tuiles qui sont disposées devant lui, le bâtiment qu'il souhaite construire. Par exemple, celui-ci lui paraît intéressant car c'est un atelier qui lui permettra de faire arriver des meeples dans son entrepôt plus rapidement qu'avec l'action de base. Mais ce bâtiment n'est pas immédiatement construit. On va d'abord le placer sur son verso, et tous les bâtiments présentent un verso comme ceci, qui va indiquer le nombre de tours qu'il faudra avant qu'on puisse le retourner et profiter de ses effets. Quand on va donc placer un bâtiment comme ceci, on va prendre un nouvel ouvrier de sa réserve, le placer sur la première case, celle où il y a une espèce de petite colonne de représentée. Et donc à chaque tour, l'ouvrier va avancer, et ce sera que quand il sera sur la dernière case qu'on pourra retourner le bâtiment et placer l'ouvrier sur la première case de ce bâtiment. Alors, pour se repérer plus facilement, sur le recto des cartes, il y a en bas des petits carrés gris comme ceci qui permettent de savoir combien il y a de cases d'attente avant la construction du bâtiment. Donc là, il décide de faire celui-ci, il le place sur n'importe quel endroit libre de son terrain, et il place un ouvrier au début du circuit. Ensuite, phase de déplacement des meeples sur le terrain, ce joueur a décidé de ne pas en mettre puisqu'il a construit, donc il ne se passe rien. Et enfin, phase de résolution, comme il n'y a pas de déplacement sur le plateau principal, il n'y a pas de résolution, on passe immédiatement au tour du joueur suivant en lui passant le marteau. Alors imaginons que le joueur noir décide de se mettre à la construction lui aussi, ensuite le joueur bleu a décidé lui de faire comme moi, c'est-à-dire de sortir 2 meeples, de les faire explorer 2 cases, et donc son tour est terminé car il n'y a pas d'action spéciale sur les cases sur lesquelles il est arrivé. On passe alors le marteau au joueur suivant, le joueur orange qui est le premier joueur. Alors attention, en début de tour, il faudra toujours vérifier lorsqu'on a des meeples en jeu si on n'active pas certains bonus de terrain. Effectivement, sur les terrains, on va parfois trouver des bâtiments déjà construits qui nous permettront d'obtenir un bonus si on a 2 personnages dessus. Donc là, par exemple, cet atelier me permettra de recevoir un nouveau meeple, comme c'est le symbole marteau plus pince, ça veut dire faire arriver un meeple de ma réserve dans mon entrepôt. Je pourrais le faire gratuitement pour un meeple si j'en avais 2 de placés à cet endroit-là. Malheureusement, là, j'en ai qu'un, donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, c'est la phase d'avancée des ouvriers. Lorsqu'un ouvrier se trouve sur une case d'action qui a servi lors du tour précédent, malheureusement, il est obligé de repartir sur sa case de départ. On n'a pas le droit de rester sur place, donc hop, on le ramène ici. Et donc, cette phase de déplacement des ouvriers est terminée. Ensuite, phase d'activation des bâtiments. Là, comme je suis sur ma case de départ, malheureusement, je n'active rien du tout pour ce tour. Je passe donc directement à la phase de bouger mes meeples en jeu. Alors, quelques précisions supplémentaires sur le mouvement. Je ne peux donc pas traverser les forêts. Donc là, mon meeple pourra aller explorer par là s'il le souhaite, mais par contre, il ne pourra pas venir dans l'enceinte. Effectivement, notre enceinte de territoire est encerclée par une rivière, et donc les meeples ne pourront pas venir sur ces cases libres. Ils devront faire le tour des cités. De même, un meeple, à nous, ne pourra pas rentrer dans notre ville. Ils sont des grosses machines qui risquent de tout casser, donc on les laisse à l'extérieur. Donc interdit de les faire revenir pour les faire re-rentrer ici. Et la partie se poursuit ainsi. Alors parlons un peu des différentes capacités des tuiles du jeu. Alors tout d'abord, il y a ce chariot de mine. Alors le chariot de mine, qui est installé déjà lors d'une partie à 4, mais qui n'est pas encore présent si vous jouez à 2 ou à 3, mais qui risque de tomber lorsque vous allez piocher des tuiles, permet, lorsqu'un joueur déplace un meeple dedans, de réapparaître immédiatement, s'il le souhaite, sur l'autre tunnel de l'autre côté. Ou bien, si on a déjà un meeple sur un tunnel de mine, lors du déplacement, au lieu de le déplacer sur une case adjacente, vous pourrez décider de l'envoyer directement de l'autre côté. Donc voilà, là comme je suis ici, je pourrais décider parfaitement de dire « Ah j'y rentre » et hop, je réapparais immédiatement de l'autre côté.
Ensuite, nous avons déjà vu ces bâtisses-là qui permettent, si au début du tour du joueur, il a bien 2 meeples ou plus à cet endroit-là, eh bien il pourra faire arriver un nouveau meeple de sa réserve dans son entrepôt. Celle-ci fonctionne à peu près de la même manière, mais pour faire arriver des meeples. Si on a 2 meeples en début de tour à cet endroit-là, eh bien le joueur pourra prendre un meeple de sa réserve, enfin de son entrepôt, pour le faire arriver devant sa ville. Mais il y a aussi des fortins avec un petit drapeau comme ceci. Alors les drapeaux rouges correspondent tout simplement à des points de victoire. Si en début de mon tour j'ai 2 meeples ou plus sur ces bâtiments-là, eh bien j'obtiendrai le nombre de points de victoire indiqué. Donc là, 2 points de victoire pour ce fortin-là, qui est en place au milieu du jeu lorsqu'on joue à 2 ou à 3. Et lorsqu'on joue à 4 joueurs, ce sont ces petits fortins qui sont placés en début de partie et qui permettent de marquer chacun un point de victoire si on a au minimum 2 meeples dessus au début de notre tour. Alors attention pour ces points de victoire, eh bien ils fonctionnent à partir du moment où au début de mon tour j'y suis, eh bien je marque ces 2 points pour le tour. Et ensuite je pourrai déplacer en fait ces personnages et j'aurai pour le moment toujours ces 2 points. Par contre, au tour suivant, si je ne suis plus à 2 personnages dans cet endroit-là, eh bien je ne remarquerai pas ces 2 points, et donc ils seront perdus, car effectivement ce sont des points de victoire temporaires. Nous allons voir qu'on peut gagner des points de victoire permanents. Ensuite, nous avons les hôtels des dieux anciens. Alors ces tuiles-là, vous risquez de les piocher lors d'une exploration. Si par exemple j'explore ici, hop, je révèle cette tuile, aïe, malheureusement c'est ceci, je suis obligé de la disposer comme je le veux, de façon à pouvoir y accéder. Et lorsque j'arrive sur cette tuile, eh bien immédiatement je serai obligé de sacrifier un de mes meeples qui est arrivé dessus. Donc si j'arrive avec un seul meeple, ben bon, il est sacrifié. Si j'arrive avec plusieurs meeples dessus, eh bien, pan, j'en sacrifie un parmi ceux qui sont arrivés et un seul. Chaque meeple ainsi sacrifié me permet cependant de tuer un meeple adverse qui se trouve jusqu'à 2 cases de cet endroit-là. Donc par exemple, là, comme je suis arrivé avec 2 et que j'en sacrifie un, eh bien je pourrais décider de sacrifier aussi ce meeple adverse. Ou bien de sacrifier celui-ci car il se trouve à 2 cases. Et 2 cases, par contre, c'est la distance maximale à laquelle je peux tuer un meeple adverse. Alors, pour le meeple que j'ai sacrifié moi-même, il ne se passe rien, il rejoint mon stock, et il ne va pas par contre dans mon entrepôt, et l'adversaire, c'est pareil, il récupère, si jamais j'ai réussi à lui en tuer un, parce qu'évidemment, s'il n'y en a pas à distance, il ne se passe rien, eh bien il le remet aussi dans son stock, mais pour avoir tué un meeple adverse, moi en tant que sacrifié, j'ai le droit de marquer un point de bravoure sur l'échelle des points de bravoure en avançant mon meeple marqueur d'une case sur cet endroit-là. Alors ensuite, une fois qu'une tuile hôtel est ainsi révélée, elle ne fonctionnera à nouveau que si j'arrive avec des meeples dessus. Donc si au tour suivant j'ai un meeple qui reste ici, eh bien il ne se passera rien pour lui. Par contre, si je fais arriver un nouveau meeple d'une case adjacente, bam, il doit être sacrifié. Et si je peux tuer un meeple adverse au tour. Alors attention, tuer ce meeple adverse pour gagner un point de bravoure n'est pas obligatoire. Si j'ai conclu une petite alliance avec un adversaire, je peux décider de ne pas le tuer et uniquement de sacrifier mon pauvre meeple à moi, mais à ce moment-là sans gagner de bravoure. Ensuite, nous avons la capacité traverser des forêts. Alors, lorsque cette tuile est en jeu, si je parviens petit à petit à y amener, donc là c'est un mauvais exemple parce qu'il faudrait que je passe par un hôtel, mais si jamais donc j'arrive à emmener 2 meeples et qu'au début de mon tour j'ai 2 meeples sur cette case-là, eh bien ça me permettra dans le tour que tous mes meeples aient le droit exceptionnellement de traverser les forêts alors que c'est interdit habituellement. Donc voilà, si au début de mon tour, par exemple, ils sont comme ceci, et bien ensuite, hop, je peux traverser les forêts et même aller explorer à travers une forêt.
Nous avons ensuite des grottes. Alors attention, les grottes permettent des déplacements spéciaux lorsqu'elles sont en jeu, lorsqu'un joueur s'y trouve déjà, parce qu'il faut, lorsque j'y entre, il ne se passe rien. C'est lorsque j'ai déjà un pion à cet endroit-là, lors du déplacement des meeples, eh bien je pourrais déplacer mon meeple en le faisant entrer dans la grotte et le faire réapparaître sur n'importe quelle case se trouvant jusqu'à une distance de 2 cases. Et sans tenir compte des forêts. Donc là, par exemple, je pourrais réapparaître ici pour faire un sacrifice, ou réapparaître là pour faire un combat, ou réapparaître ici ou là. Mais par contre, je ne peux pas réapparaître sur un bâtiment adverse pour le détruire, ni sur un terrain libre appartenant à l'adversaire. Je ne peux pas passer sous la rivière. Enfin, nous avons les fabriques de boucliers qui permettront, si le joueur a bien 2 meeples ou plus sur cette tuile au début de son tour, d'être protégé pendant un tour complet, c'est-à-dire pendant son propre tour, il pourra faire des combats et ne pas subir la première perte lors des combats. Et pendant tout le tour des autres joueurs, ça fonctionnera aussi, il ne subira pas la première perte de chacun des combats auxquels il participe. Ensuite, nous avons la forge d'armes. Eh bien, la forge d'armes, lorsqu'un joueur sera parvenu à mettre au minimum 2 personnages dessus, eh bien, au début de son tour, s'il les a bien, pendant tous les combats qu'il va initier pendant le tour, il va pouvoir détruire un meeple adverse avant même que le combat ne commence. Alors, parlons justement des combats. Lorsque je vais déplacer mes meeples lors de mon tour et qu'ils vont entrer sur une case où se trouve un ou plusieurs meeples adverses, eh bien, il y aura combat lors de la phase de résolution à la fin de mon tour. Attention, lorsqu'il y a une capacité spéciale de case, par exemple, comme ce chariot de mine qui me permettrait normalement de me déplacer dans l'autre chariot de mine, eh bien je ne pourrai pas le faire car il y a des adversaires, il faudra d'abord que je les tape. Le combat, comment est-ce qu'il va se dérouler? Eh bien c'est vraiment très simple, on va retirer à chaque joueur et en même temps un meeple de chaque. Donc pan, là il y en a 2 qui meurent, pan, il y en a 2 qui meurent, pan, il y en a 2 qui meurent, et comme je suis resté sur la case, on peut dire que j'ai gagné le combat. Et puis de toute façon, c'est l'attaquant en fait qui va gagner éventuellement des points. Alors, effectivement, taper des meeples adverses va me permettre de gagner de la bravoure. Chaque meeple adverse détruit me permet de marquer un point de bravoure sur cette échelle. En revanche, l'adversaire, comme il s'est fait détruire, il va quand même marquer un petit peu de bravoure, mais il ne marque qu'un seul point de bravoure par tranche de 2 meeples qu'il s'est fait détruire. Donc là, par exemple, il en a 3 qui ont été détruits, mais malheureusement, ça ne fait qu'une seule tranche de 2, donc il n'avance que de 1 sur l'échelle des bravoures. Vous voyez donc que les combats peuvent être intéressants pour augmenter cette valeur. Les meeples ainsi détruits lors d'un combat rejoignent le stock du joueur et ne vont pas dans son entrepôt, donc il faudra à nouveau qu'il les reconstruise, ils ont vraiment été détruits. Alors, à quoi va servir cette échelle de bravoure? Eh bien, lorsque les joueurs vont atteindre la dernière case, imaginons que je sois ici et que je gagne à nouveau 3 points, eh bien, 1, 2, j'arrive sur le 7 c'est un drapeau, les drapeaux correspondent aux points de victoire. Et je repars ensuite à 0. Donc j'ai marqué un point de victoire, et mon point de bravoure supplémentaire est quand même à nouveau comptabilisé. Et ce point de victoire sera un point de victoire permanent. Je vais prendre un meeple de mon stock pour le placer sur ma montagne de la renommée. Elle a 6 cases, et si un joueur parvient à remplir ces 6 cases, il remportera la partie, car c'est le premier arrivé à 6 points de victoire qui l'emportera. Attention, ce meeple, par contre, ne sera plus utilisable. Si jamais je n'ai personne dans mon stock, eh bien, je pourrais prendre un meeple provenant de mon entrepôt pour le mettre en point de victoire, ou si jamais j'en ai aucun et qu'ils sont tous en jeu, eh bien, je pourrais prendre n'importe quel meeple qui se trouve sur le plateau de jeu pour le mettre en point de victoire. Alors, profitons-en pour reparler de la capacité spéciale des boucliers. Si au début de mon tour, j'étais bien sur un endroit comme ça qui m'a donné cette capacité spéciale, eh bien, lors des combats, je ne subis pas la première perte. Donc, normalement, je devrais
perdre un pion et mon adversaire devrait en perdre un, et bien là, en fait, il n'y a que lui qui perd la première perte, et ensuite, bam, on les enlève deux par deux, ce qui me permet d'être plus résistant, à la fois pour l'attaque et pour la défense. Enfin, pour la forge d'armes, si j'attaque mon adversaire, eh bien avant même que le combat ne commence, pan, je tue un adversaire. Et ensuite, le combat se déroule, donc pan et pan. Donc voilà, c'est sympa pour l'attaque. Évidemment, si mon adversaire a un bouclier, eh bien les deux vont s'annuler. Alors, vous comprenez que marquer des points de victoire par les combats, eh bien c'est un petit peu long, car on marque des points de bravoure, et ce n'est qu'au bout de 7 points de bravoure qu'on marque véritablement un point de victoire à poser sur sa colline de la renommée. Donc, un autre moyen beaucoup plus efficace est d'aller détruire les bâtiments adverses. Si effectivement on arrive à se rapprocher de la ville adverse, eh bien lors d'un mouvement, on pourra aller sur des bâtiments adverses, bien sûr, si je peux les atteindre. Donc là, par exemple, il n'y a pas de forêt ici, donc le joueur bleu pourrait décider d'aller attaquer mon bâtiment qui se trouve là. Lorsque des bâtiments se font ainsi attaquer, eh bien les meeples sont placés sur ces petites cases qui sont dessinées sur le pourtour de mes bâtiments. Et vous voyez que certains bâtiments sont plus résistants que d'autres. Effectivement, une fois que toutes ces cases seront occupées, le bâtiment sera détruit. Donc imaginons par exemple qu'il m'attaque avec 2, eh bien ces 2 meeples vont rester là. Je ne peux pas les détruire car je n'ai pas le droit plus tard de venir sur mes propres bâtiments pour me défendre. Ils sont intouchables et mon adversaire ne peut pas non plus les récupérer. Ils vont rester bloqués comme ceci jusqu'à ce que le bâtiment soit détruit. Attention, d'autres adversaires peuvent aussi décider de venir se joindre au combat, et par exemple, si le joueur vert arrive sur cette case-là, bam, il pourra occuper la dernière case de mon bâtiment, et à ce moment-là, celui-ci sera détruit. Alors, lors de cette destruction, eh bien, les joueurs vont marquer un point de victoire, cette fois-ci, et pas de bravoure, par meeple qui ont participé à la destruction du bâtiment. Donc là, le joueur bleu va récupérer ces 2 meeples et va tous les deux les placer sur sa montagne de la renommée, et le joueur vert va placer le sien aussi sur sa montagne de la renommée. Tant qu'il les récupère, l'ouvrier qui éventuellement était placé sur cette tuile est rendu au propriétaire, mais par contre ce bâtiment est définitivement détruit, on peut le remettre dans la boîte, le joueur n'aura plus jamais l'occasion de le reconstruire. Donc attention. En plus de ça, on peut aussi attaquer des bâtiments qui sont en construction. Et lorsqu'un bâtiment est en construction, il n'a toujours que 3 points de défense. Il suffira donc de 3 meeples adverses pour qu'il soit détruit de la même façon, avant même qu'il ait eu le temps de servir. Alors, il est largement temps de parler du pion arbre qui cache la forêt que chaque joueur a reçu en début de partie. On peut utiliser ce pion à n'importe quel moment, même si ce n'est pas son tour de jeu, pour le disposer sur n'importe quelle forêt du plateau de jeu, et ainsi enlever cette forêt pour pouvoir la traverser. Donc par exemple, lors de mon tour, je pourrais décider de le placer là pour ensuite faire une attaque imprévue par le joueur bleu en traversant cette forêt. À partir de maintenant, il n'y a donc plus de forêt à cet endroit-là jusqu'à la fin du jeu, et ce pion ne pourra plus être déplacé, il faudra donc l'utiliser au bon moment. Attention, si on l'utilise sur une case, il faut l'utiliser sur une case où il y a une forêt d'un côté et rien de l'autre, car il ne permet d'enlever la forêt que sur un côté d'une case. Donc là, par exemple, si je le place ici, ben malheureusement, on ne pourra toujours pas traverser, car il y a une forêt de l'autre côté. À moins que je fasse une alliance avec un partenaire ou un adversaire qui pourrait lui aussi mettre son arbre qui cache la forêt de l'autre côté, de façon à ce que les deux puissent traverser. Tout est possible. Et la partie va donc se dérouler ainsi jusqu'à ce qu'un joueur obtienne 6 points de victoire. Alors rappelez-vous qu'en début de tour, on regarde si on contrôle des fortins qui nous apportent des points de victoire. Donc là par exemple, si c'est à moi de jouer et que personne ne m'a délogé de ces endroits-là, eh bien je marque 1, 2,
3 points de victoire. J'ai déjà 2 points sur ma montagne de ma renommée, ce qui fait donc un total de 5. Il ne me reste plus qu'un point de victoire à obtenir lors de mon tour. Lors de mon déplacement, je pourrais parfaitement amener ces 2 personnages ici, et puis Pampan en tuer 2 pour marquer 2 points de bravoure, ce qui me permet de gagner 1 point de victoire supplémentaire. Ça fait bien un total de 6, je l'emporte. Je vous rappelle que si on quitte pendant son tour un endroit où on était en début de tour, on gagne quand même ces points-là. Ils ont déjà été marqués en début de tour, donc c'est bon. Alors, parlons maintenant des 9 bâtiments spéciaux que les joueurs peuvent construire au fur et à mesure de la partie. Commençons par celui-ci qui va nous permettre d'arriver en jeu plus rapidement. Donc c'est assez simple, lorsque j'arriverai sur cette case-là ou sur celle-ci, eh bien j'ajouterai 8 personnages provenant de mon entrepôt, évidemment encore faut-il qu'il y en ait un certain nombre pour que ça soit intéressant, et je les ferai arriver directement en jeu devant ma cité. Là, de la même façon, c'est 4. Mais évidemment, pour arriver à 8, il faudra patienter pendant 2 tours. Je réaliserai l'action à ce moment-là, et au tour d'après, ça reviendra ici, donc il me faudra encore 1, 2 et 3 tours pour à nouveau pouvoir réaliser, par exemple, cette action. Ensuite, ce bâtiment-là me permet de remplir mon entrepôt en construisant des meeples, mais il me permet d'en construire jusqu'à 4. Par contre, ça me prendra 2 tours pour les faire arriver de ma réserve dans l'entrepôt. Mais on peut aussi en profiter, si on a sa place de départ, pour marquer des points en alternance. Si jamais, par exemple, les pions sont comme ceci, eh bien, au tour d'après, hop, celui-ci revient là, celui-ci avance là, bam, je rajoute encore 2 pions dans mon entrepôt. Au tour d'après, celui-ci revient là, celui-ci va là, bam, j'en rajoute encore 2. Donc voilà, il y a des petites combos comme ceci à trouver. Ensuite, nous avons cette espèce de camp d'entraînement. Alors ici, il y a un symbole avec une épée, ce qui correspond à l'arrivée de nouveaux meeples à partir de mon entrepôt. Mais par contre, il y a un hexagone derrière qui indique donc que je vais pouvoir les faire arriver ailleurs sur le jeu. Effectivement, si j'arrive sur cette case, je pourrais prendre 3 meeples de mon entrepôt. Mais au lieu de les faire arriver devant ma forteresse, eh bien, je les ferai arriver sur n'importe quelle case où se trouve déjà un de mes meeples. Donc, par exemple, j'en ai amené un jusqu'ici, eh bien, je peux les amener tous à cet endroit-là. Évidemment, comme en plus on joue les pouvoirs des bâtiments avant de jouer, eh bien je vais ensuite pouvoir déplacer ces pions-là et par exemple faire une attaque éclair et surprise chez mon adversaire en lui détruisant à moitié déjà son gros bâtiment. Ensuite, nous avons cette usine-là. Lorsque je vais arriver sur cette case-là, eh bien, ça voudra dire que pendant tout le tour, mes meeples vont être recyclables. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'ils vont se faire détruire, soit parce que j'ai moi-même fait un combat, ou par un sacrifice, ou par quoi que ce soit, eh bien, au lieu d'être remis dans ma réserve, ils seront directement remis sur mon entrepôt, et pourront donc être ensuite remis en jeu plus facilement, sans avoir besoin de d'abord les construire, et ensuite de faire des épées. Ensuite, l'autre case, elle est très bien aussi, puisqu'elle permet de construire 2 meeples pour les placer dans l'entrepôt, et immédiatement de les faire arriver en jeu en les plaçant devant ma ville. Ensuite, l'université a ce petit symbole de sablier. Lorsque je serai dessus, eh bien, je pourrai avancer un ouvrier d'une case supplémentaire. Donc, imaginons par exemple que ce soit comme ça en début de tour, je déplace tous mes ouvriers, je déplace celui-ci ici, ce qui me permettra par exemple de construire 2 meeples, je déplace celui-ci ici, qui me permet d'avancer un cube d'une case supplémentaire. Comme celui-ci est au bout de sa course, eh bien, hop, il revient automatiquement ici, ce qui voudra dire qu'au tour suivant, eh bien, je pourrai refaire une action. Donc très sympathique, surtout si vous choisissez aussi des bâtiments qui sont assez longs à faire, ou pour accélérer aussi les constructions de bâtiments. Deuxième option possible de l'université, construire une amélioration de terrain. Cette amélioration correspond à ces petits jetons qu'on a placés ici en début de partie. Lorsque je fais ainsi l'amélioration de l'université, je vais pouvoir choisir le jeton de mon choix parmi ceux qui sont disponibles. Je le garde devant moi et à n'importe quel moment du jeu, même si ce n'est pas mon tour, je pourrai placer ce jeton sur une case
de mon choix, à condition qu'il n'y ait pas déjà un petit symbole sur cette case. Donc là, par exemple, je peux très bien le poser ici, et il fonctionnera comme les autres du même type, c'est-à-dire qu'au début de mon tour, si j'ai bien 2 meeples dessus, eh bien ça fonctionnera et ça me donnera le bonus concerné. Ensuite, cette espèce de monastère a 2 capacités spéciales qu'on a déjà vues, construction de nouveaux bâtiments, ou bien faire arriver des meeples en jeu, mais il y a aussi cette espèce de mitre d'évêque. Si jamais j'arrive dessus, je pourrais réaliser une conversion. Alors les conversions, c'est forcément sur un bâtiment sur lequel il y a des meeples adverses. Eh bien, je vais tout simplement rendre un meeple à un adversaire et le remplacer par un des miens provenant de ma réserve. Même pas besoin qu'il soit dans mon entrepôt. Donc voilà, c'est pratique pour gagner des points de victoire assez facilement en remplaçant des meeples sur des bâtiments, surtout qui sont bientôt détruits. Vous pouvez même utiliser cette conversion pour vous défendre, c'est-à-dire que là, il y a des meeples adverses qui ont commencé à m'attaquer. Si jamais le joueur vert parvient à remplir les 2 dernières cases, eh bien, il va marquer 6 points de victoire, puisqu'il y a 6 cases. Et que chacun de ces meeples va rejoindre sa montagne de la renommée. Donc je suis un peu en danger, et bien à ce moment-là, je pourrais décider d'utiliser la conversion pour remplacer un de ces meeples par un des miens, ce qui fait que ça n'empêchera pas la destruction du bâtiment, mais que lorsqu'il sera détruit, je marquerai moi-même un point pour avoir détruit mon propre bâtiment, et ça fera toujours un point de moins pour mon ou mes adversaires. Ensuite, nous avons le bâtiment qui fait peur. Alors ce bâtiment-là permettra de construire 4 meeples lorsqu'on arrive sur cette case, mais en choisissant ce circuit-là, enfin ce parcours-là, si j'arrive ici, ça me permettra de faire peur à 2 meeples adverses. Vous choisirez alors jusqu'à 2 meeples des adversaires qui se trouvent sur le jeu et vous les déplacerez tout simplement d'une case en respectant par contre les déplacements habituels. Donc on peut même envoyer un meeple adverse, bam, combattre un autre meeple. Évidemment, il y aura combat, ils vont se taper dessus quand même pendant votre tour, même si vous ne participez pas au combat. Vous pouvez même décider, si par exemple il y avait un meeple ici, d'en envoyer un se faire sacrifier. Quand le joueur perdra ce personnage, par contre, il marquera un point de bravoure et il pourra tuer un meeple à proximité. Donc là, c'est peut-être pas une bonne idée, car j'y suis, donc il va certainement s'attaquer à moi. Mais voilà, il y a plein de possibilités comme ça. Ensuite, le bâtiment des ballons dirigeables. Alors là, ça va vous permettre de transporter carrément des troupes par voie aérienne. Effectivement, si vous arrivez sur cette case, vous allez pouvoir faire arriver un meeple de votre entrepôt, c'est toujours ce que veut dire l'épée, sur chacune des cases du jeu où vous avez déjà des meeples. Imaginons que la situation soit comme ceci, j'ai des meeples sur 4 cases du jeu, et bien je peux prendre les 3 meeples, parce que j'en ai pas 4, mais j'aurais pu le faire avec 4, pour en mettre un sur chacune des cases. Et évidemment, là, comme j'en ai moins, je peux choisir les endroits où je les place. La deuxième capacité de ce bâtiment est que lorsque j'arrive ici, je pourrais prendre un seul meeple, par contre cette fois-ci, de mon entrepôt, pour le placer sur n'importe quelle case adjacente à un meeple adverse. Donc là, par exemple, je pourrais dire, ben là, comme il y a un meeple vert, je peux me placer carrément, boum, juste devant lui, et comme ça, je pourrais aller attaquer son bâtiment. Enfin, la dernière, la catapulte. Alors la catapulte a un premier effet assez atroce, effectivement. Dès que vous allez arriver à cet endroit-là, vous allez pouvoir choisir n'importe quelle case de terrain du jeu où se trouvent des adversaires et tous les détruire à la fois. Donc là, carrément, boum, ben là, je tire ici, pan, je te détruis tes 3 meeples qui repartent dans ta réserve, et évidemment, je gagne 3 points de bravoure sur l'échelle de bravoure. 1, 2, oh, je marque un point de victoire, et 3. Vous comprenez donc que lorsqu'un joueur a une telle catapulte, eh bien il faut mieux éviter de se retrouver avec trop de meeples au même endroit, car vous risquez d'en perdre sacrément, donc vaut mieux après les répartir. Deuxième possibilité, cette case-ci, piou, qui vous permet de carrément viser un bâtiment adverse à n'importe quel adversaire et n'importe où sur le jeu, en prenant un meeple de votre stock. Vous n'avez même pas besoin de le prendre ailleurs si vous en avez dans votre stock, sinon vous pourrez le prendre n'importe où, et pour infliger, bam, un point de dégâts à un bâtiment adverse, et peut-être même le détruire si c'est le dernier meeple qui était nécessaire pour cela.
Voilà donc pour Meeple War, un excellent petit jeu de combat et de prise de territoire, avec à la fois de la tactique, un petit peu de négociation entre les joueurs, et puis un système de jeu assez original. Alors évidemment, il faudra trouver les bonnes combos entre vos bâtiments pour accélérer votre partie, et puis il y a plusieurs choix possibles. Bien entendu, l'attaque est quand même privilégiée, car il faut essayer de marquer ces 6 points de victoire en premier. Méfiez-vous aussi par votre bâtiment de départ qui est forcément placé sur cette case et qui a 6 emplacements pour être détruit. Si un seul joueur parvient à le faire, eh bien il remportera immédiatement la partie car ça lui donnera 6 points de victoire immédiatement. Attention aussi aux positions de vos autres bâtiments à construire. Si vous construisez un bâtiment derrière, il faudra que l'adversaire parvienne à faire une ligne complète de terrain pour pouvoir l'atteindre. Donc ça va être plus difficile de détruire ce bâtiment-ci. C'est plutôt l'emplacement où vous allez mettre le bâtiment que vous voulez absolument sauvegarder pendant toute la partie. Voilà, donc très sympathique, à la fois de l'exploration et du combat, et un peu de négociation, surtout si vous jouez à 4. Le tout dans des parties relativement courtes, car effectivement, le jeu ne dépassera pas les 30-40 minutes si vous jouez jusqu'à 3 joueurs, et à 4 joueurs, ça peut dépasser un peu en fonction des discussions qu'il peut y avoir et des tractations qui se font entre les joueurs. Mais cependant, à chaque fois qu'on détruit des bâtiments, on ajoute comme ceci des pions sur sa montagne de la renommée, on ne peut pas perdre ces pions-là, donc fatalement on arrivera à une fin de partie assez rapide. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. N'oubliez pas d'aller voir sur le site videoregle.net pour voir des centaines d'autres jeux expliqués en vidéo, ou de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Au revoir!